Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Gros plan d'abord sur le système de contrôle sanitaire renforcé de l'aéroport de Faa. En vue des premiers touristes qui arrivent samedi, les autorités du pays ont testé le dispositif pour nous. Et puis le grand retour de Miss Tahiti qui fête ses 60 ans après un an d'absence. 10 prétendantes convoitent cette année le titre. Vous allez découvrir les charmes de ces vahinés dans un instant. Comment se prépare justement le gala et la soirée de l'élection prévue les 5 et 25 juin. Léana Fojra, présidente du comité, est notre invitée ce soir. À tout à l'heure. À Rangiroa, le maire Teina Mare Ura a perdu son mandat après avoir été condamné à 5 ans d'inéligibilité. Le conseil municipal doit élire demain matin son nouveau Tavana et ses 8 adjoints. Quelle est l'ambiance et surtout la tendance sur place? Nous serons en direct de Rangiroa avec Jacques Damour. On vous retrouve un peu plus tard dans ce journal. Le salon Made in Fénois enfin reprend sa place à Toata. Plein phare ce soir sur Émilie Sioux, couturière, et l'entreprise Manawood, 2 créateurs à découvrir sur le salon jusqu'à dimanche. Enfin, direction l'île de Huahine où les exportateurs de noix de coco ne chôment pas. Plus de 4000 sont expédiés chaque semaine à Tahiti pour y être commercialisés. C'est à voir dans votre rubrique à Aïe Fénois. À J-1 de l'arrivée des premiers touristes américains, le président Fritsch, le haut-commissaire et la ministre du Tourisme Nicole Bouteau étaient à l'aéroport pour suivre et vérifier l'efficacité du parcours sanitaire mis en place pour samedi. Le virus aura du mal à passer entre les mailles du filet, dixit le président du pays, en espérant que le scénario du mois de juillet dernier ne se reproduise pas. Natacha Silagi, Nicolas Suir. On réouvre. Le cri du cœur touristique, une réouverture que les autorités ne veulent pas rater. Le personnel du PNC est vacciné. On parle de ce principe, hein, oui. C'est ça. Hein. Ils font leurs tests. Mais ils sont vaccinés au départ. Oui. Ils passent tous leurs tests en arrivant. Oui, pas tous leurs tests à l'arrivée. Quoi qu'il arrive, tout le monde passe. Tout le monde y passe. Car comme Monica, passagère fictive, le parcours est clairement imposé. Vérification de l'identité, communiquée 48 heures avant aux prestataires de l'Institut Malardé, qui enregistre ensuite le statut vaccinal de tous les arrivants, avant le test antigénique obligatoire pour chacun des passagers. Alors, donc pour les 2 tests, ça va être un écouvillon par narine. Les réservations aujourd'hui, ça pourrait être jusqu'à 1500 personnes par semaine, c'est-à-dire à peu près un quart du volume habituel avant crise en arrivée internationale. Donc on est encore très très loin des volumes d'avant crise. Dernier arrêt à la police aux frontières avant de sortir, avec un autotest en poche à réaliser dans 4 jours. On verra le jour venu, grandeur. J'espère qu'avec plusieurs passagers, peut-être ça pourrait être coincé un petit peu, mais bon, c'est comme ça les débuts. On a tout mis en place pour que, effectivement, on détecte la moindre anomalie sur les personnes qui viendront chez nous. Hein. Ouvrir aux touristes français, faire sauter le motif impérieux, pas pour l'instant. Non, parce que la situation sanitaire de la métropole n'est pas bonne du tout. Si leur test est négatif, les vaccinés pourront sortir librement, qu'ils soient américains ou français. Les non-vaccinés devront rester chez eux 10 jours en quarantaine. Et le président du pays en a profité pour annoncer l'arrivée ce soir du vaccin Johnson. 22 000 doses prévues. Ce vaccin a la particularité de ne nécessiter qu'une seule injection. Les premières se feront dimanche à la présidence. Et vous le savez, la vaccination est essentielle pour éviter une nouvelle flambée de cas de Covid-19. Le bilan ce jeudi est de 9 cas supplémentaires seulement depuis hier. 6 hospitalisations, dont 3 en réanimation. Plus de 24 000 Polynésiens sont aujourd'hui immunisés et plus de 41 300 attendent leur deuxième injection. Et la Covid-19 est à l'origine aussi de l'annulation de l'élection de Miss Tahiti 2020. Mais cette année, une dizaine de candidates sont sur la ligne de départ pour la grande soirée prévue le 25 juin prochain. Elles ont été présentées au public par un comité organisateur heureux de reprendre en main l'événement. Caroline Fari, Hiro Terorotua. Miss Tahiti, la numéro 3, Matahari Bousquet. C'était il y a 2 ans. L'insouciance d'un couronnement éclatant ne laissait rien présager de l'année blanche qui suivrait. Aujourd'hui, Matahari Bousquet est prête à rendre sa couronne après un règne long mais bénéfique. Le principal, c'est vraiment que j'ai réussi en fait à m'affirmer en tant que jeune femme et à me retrouver un peu, à savoir qui je suis vraiment, ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de faire.
et surtout d'être beaucoup plus sûre de moi et beaucoup plus ouverte aussi aux gens. Idem pour Miss Heiva, un brin nostalgique qui devra quitter son écharpe, riche d'une expérience épanouissante. Ça m'a permis de mûrir, de grandir et j'ai fait énormément de belles rencontres. J'ai vu de belles îles de notre Fénois, de notre Polynésie, mais aussi découvert des pays de l'étranger comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée et je suis vraiment reconnaissante pour cette aventure. C'est une année un peu particulière pour nous. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous revoir. Vous nous avez manqué l'année dernière. Yorana, tout ma tête à Buisson. J'ai 24 ans et je suis résidente de la commune de Paea. La machine est enfin relancée. 10 candidates entre 20 et 25 ans, déterminées à rivaliser d'audace et de glamour pour accéder au podium. Avec cette année des restrictions sanitaires contraignantes, mais les conseils de Matahari aideront les plus timides. Le principal, je pense, c'est qu'elle reste sereine, qu'elle garde la tête sur les épaules et qu'elle vive cette aventure à fond et qu'elle fasse le plus de souvenirs possible. Aujourd'hui, les contraintes font que les événements ne peuvent accueillir que 500 personnes. Donc on est pour l'instant sur cette limite-là, sachant qu'habituellement au gala, on est normalement à presque 700 convives et à l'élection, plus de 3000 personnes qui viennent. Thème retenu, le Tiurei, un hommage aux 60 ans de l'élection. Le public est d'ores et déjà invité à voter par SMS au 75 88, un vote qui comptera à hauteur de 25% de la note finale. Léana Fogera, merci d'être avec nous sur ce plateau. Miss Tahiti fête ses 60 ans cette année, c'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. Yorana Chiquita, merci de me recevoir déjà. Alors en effet, Miss Tahiti aurait dû fêter ses 60 ans l'année dernière, puisque la première élection a eu lieu en 1960. Donc en 2020, on avait tout préparé pour célébrer les 60 ans. Malheureusement, la crise sanitaire que tout le monde connaît nous a empêchés de faire cet événement. Donc on a dû faire une année blanche, mais cette année, malgré tout, on se lance dans l'aventure et on a dit on y va. Alors vous allez mettre le paquet, à quoi faut-il s'attendre ? Alors les 60 ans, pourquoi c'était important pour nous de les célébrer ? Pourquoi cette année vraiment on a mis l'accent dessus ? D'abord, c'est pour rendre hommage à nos ambassadrices. Certaines ne sont plus là, certaines sont décédées, certaines sont malades ou alitées, et d'autres sont encore présentes et sont encore actives, notamment au sein du comité Miss Tahiti. Mais c'était vraiment de les mettre à l'honneur, de mettre à l'honneur leur génération, ce qui a marqué aussi toutes ces décennies. Donc les couturières, les maquilleurs, tous ceux qui ont été là pour les préparer. Et en fait, ces femmes qui sont aussi devenues des amies pour moi, pour certaines, on sent l'emblème de notre Polynésie. C'est le mythe de la varinée perdure à travers elles. Et j'ai une pensée toute particulière, notamment par exemple pour Meire Martin qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, pour Thérèse Moquet, pour Teura Bouens qui a été notre première Miss Tahiti en 1960. Donc vraiment cet événement, il est là pour marquer en fait nos ambassadrices. Aussi. Donc cette année, ce sera un peu particulier avec les restrictions sanitaires. Concrètement, comment ça va se passer ? Alors oui, très compliqué. Donc nous avons signé un protocole d'accord avec le commissariat sur lequel en fait nous avons demandé si nous pouvions organiser nos soirées de gala, notre soirée de gala, soirée d'élection, nos tournages, nos répétitions. Donc on a eu un accord notamment sur l'organisation des répétitions, des tournages, etc. Par contre pour le gala élection, on attend encore leur feu vert pour savoir si on peut commercialiser ou non et ouvrir au public ou non. On a parlé de 500 personnes. Oui, on aimerait bien, comme Toata, pouvoir organiser nos soirées avec 500 personnes minimum, si possible. Maintenant, tout dépendra, je pense, de la réouverture des frontières et puis comment les choses vont évoluer localement. Et en fonction de ça, je pense que le commissariat nous donnera une réponse positive ou non. Nous avons vu les candidates, 10 candidates, elles sont charmantes. Mais il est important aussi de souligner la taille des candidates. Cette fois, il semble que vous avez fait quelques concessions quand même. Alors, on le fait chaque année. En effet, il y a des jeunes filles qui sont tatouées, qui font moins d'1m70 et c'est volontaire de notre part. Miss Tahiti doit en effet faire 1m70, ne pas avoir de tatouage parce qu'on souhaite l'exporter, entre guillemets. On souhaite vendre un peu la Polynésie à Miss France ou à Miss Monde, à d'autres élections, d'autres concours internationaux. Et de ce fait, du coup, notre règlement exige que la Miss Tahiti rentre dans ces normes, entre guillemets. Par contre, pour les autres lauréates qui sont sur le podium, donc la première dauphine, deuxième dauphine et Miss Heiva, il n'y a pas d'obligation. Elles peuvent être tatouées et au contraire, on prend le tatouage, ça fait partie de notre culture. Donc on ne veut pas l'enlever et pareil, c'est pas parce qu'elles sont petites qu'elles ne pourraient pas participer à Miss Tahiti. La future Miss, son règne sera aussi particulier avec le Covid-19.
Oui, ce sera particulier, mais je pense peut-être moins que si elle avait été élue l'année dernière, parce que je pense que si on avait fait l'élection en 2020, peut-être qu'elle n'aurait rien fait pendant son année de règne. Cette année, les choses vont redémarrer, puis nous, on fera tout pour que ça bouge et pour qu'elle participe à Miss France et peut-être des concours internationaux aussi. Merci Léana Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, je rappelle que la soirée de gala aura lieu le 5 juin à l'Intercontinental. L'élection suivra le 25 à la mairie de Papeete. Et la vie dans les atolls n'est pas si paisible qu'on le croit. À Rangiroa, comme vous le savez, le 14 avril dernier, le tribunal a condamné le maire de l'atoll Teina Maraeura à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics dans l'affaire du Fonds de développement des archipels. Conséquence, le Tavan a perdu son mandat. Jacques Damour, vous êtes en direct de Rangiroa. Le conseil municipal doit élire demain matin son successeur et ses 8 adjoints. Oui, bonsoir Chiquita. Écoutez, ici à Rangiroa, tout semble prêt pour l'opération de demain matin. Mais souvenez-vous, malgré une campagne houleuse avec son ancien premier adjoint, Teina Maraeura a été réélu maire ici à Rangiroa le 6 juillet 2020 par le conseil municipal avec un score de 27 voix pour un total de 27 votants. C'est ce qu'on appelle faire l'unanimité. Jusque-là, tout allait très bien pour le premier magistrat de l'atoll qui entamait donc son 6e mandat. Sauf que, vous l'avez dit, le tribunal l'a condamné. Seulement voilà, la décision a été assortie d'une exécution provisoire, ce qui lui a fait perdre immédiatement et juridiquement son mandat de maire. Voilà pourquoi le conseil municipal se réunit demain pour élire le nouveau maire, les adjoints. D'autre part, on pourrait... Oui. Qui pourrait succéder au ténor de l'atoll ? Eh bien justement, Chiquita, figurez-vous qu'avec Ignacio Raveino, l'année dernière, lors de sa réélection, justement, nous lui avions posé la question. Écoutez sa réponse, il s'exprime en tahitien et nous l'avons traduite pour vous. J'ai prévu de laisser mon siège les prochaines années et j'ai pensé à mon fils pour prendre ma succession. S'ils s'en sont capables, bien sûr, et si le conseil municipal accepte sa candidature. Oui, voilà, vous avez bien entendu, vous avez bien compris, c'est bien son fils qui devrait le succéder, on le saura demain, mais à en croire un petit peu ce qu'on a entendu cet après-midi en rencontrant un petit peu les habitants, il y a un seul nom qui circule sur toutes les lèvres, d'abord celle des élus de ce conseil municipal, mais également de la population. Autre chose, Sikita, ici à Rangiroa, tous les indicateurs sont au vert, sauf coup de théâtre de dernière minute, donc c'est bien son fils qui devrait être élu. Mais en tout état de cause, le problème n'est pas tellement l'élection du maire Chita, mais plutôt du premier ou de la première adjointe. D'après les informations que nous avons pu recueillir cet après-midi, il y a un petit duel qui s'est engagé entre deux candidats de la majorité. Il s'agit de Tamatoa Mariterani et de Martine Tetua, sous réserve que cet après-midi, les violons ont bien été accordés, puisque jusqu'à 17h, des réunions, des tractations étaient en cours pour éviter une élection en demi-teinte. Je vous donne rendez-vous donc demain soir pour connaître effectivement et très officiellement le nom du nouveau maire, ainsi que de ses 8 adjoints de la commune de Rangiroa, qui, comme vous le savez, compte également 3 communes associées. Merci beaucoup Jacques pour ce point en direct de Rangiroa. On vous retrouve donc demain. On reste dans les îles avec cette opération humanitaire à Bura Bura appelée le Caddie du Cœur. Mis en place depuis 1 an dans les différents magasins de Bura, elle continue à mettre à l'épreuve la grande générosité et solidarité de la population de l'île, car tous les mois, les agents de service civique de l'association Yavaimanoa Bura Bura récoltent les dons et s'activent à la préparation des kits qui seront remis aux familles en grande souffrance de l'île, comme nous l'explique Cory Levert au micro de Rosanna Mahuta. En ce moment, c'est très difficile, donc il faut penser aux gens qui en ont besoin, aux gens qui n'ont pas de main, qui n'ont pas de linge. On est là toutes les fins du mois ainsi que tous les débuts du mois. Donc on ramène la nourriture au Caddie du Cœur, on range et puis on prépare des kits alimentaires pour que les familles puissent venir récupérer.
Et il y en a beaucoup de familles qui... Il y a beaucoup de familles dans les besoins. Voilà un bel élan de solidarité. Je vous le disais en titre, le salon Made in Fénois retrouve sa place à Toata. Il a ouvert ses portes ce matin avec une centaine de stands. Les créations locales vont du textile à la bijouterie, la parfumerie, mais aussi l'artisanat sous toutes ses formes, sans oublier les produits du terroir à déguster sur place. Nous avons rencontré pour vous 2 exposants. L'une est couturière et cette 21e édition n'a plus de secret pour elle. Quant à l'entreprise Manawood, c'est sa 2e expérience. Nora Mourad et Sandroli. Une renaissance sur la place Toata. Une cérémonie d'ouverture dans les règles de l'art a inauguré la 21e édition du salon Made in Fénois. Pour comprendre l'enjeu de ce salon pour les artisans, il faut revenir quelques mois en arrière, voire quelques années pour Émilie. Le label Made in Fénois, c'est pas la robe qui arrive en carton, on déballe et on le suspend. Non, la robe elle doit être faite ici. Cette couturière n'a pas raté une édition. Émilie Création a déjà fait le tour du monde. Elle commence la couture en 1996 en faisant des couvertures, puis des robes pour sa fille qui partait en France. Mettre la beauté des femmes en avant, son plus grand bonheur. C'était en l'an 2000. En l'an 2000, à la mairie de Papeete, c'était mon premier défilé là-bas. Il y avait des mariages de couleurs magnifiques. Et à l'époque, les femmes, les filles étaient beaucoup plus coquettes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'occasions à s'habiller. On peut sortir, aller danser, c'est beaucoup plus festif. Au début, c'est vrai que nous n'étions pas beaucoup, nous étions quoi qu'une quarantaine. Bon, au début, on n'y croyait pas trop non plus. C'était beaucoup pour aider les élèves en BTS pour leur action commerciale. Après, petit à petit, on a renouvelé tous les ans, on s'est sympathisé avec l'organisateur, M. Claude Bellet, hélas, qui n'est plus de ce monde. Et après, la Chambre de commerce a pris la relève et c'est devenu beaucoup plus grand. Et puis, qui ne veut pas dire, on avait autant de monde à l'époque, il y avait autant de visiteurs, mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. C'est plus, je peux dire, c'est peut-être plus commercial. Sa fille expose également sa propre ligne pour la 2e année consécutive au salon. Un amour du partage qui, lui, ne s'éteint pas. Un peu plus loin, l'entreprise Manawood, quant à elle, fait ses premiers pas dans le salon. Une aubaine pour ces jeunes ébénistes spécialisés dans les tablettes personnalisées de faire valoir leur travail. C'est un travail qui est intéressant parce qu'on apprend à connaître le bois local. Donc ça, c'est super intéressant. Et en plus, on travaille une matière noble. Alors, des fois, oui, ça peut être fatigant, c'est assez physique, mais sinon, c'est hyper intéressant. En acajou ou en eucalyptus, une matière première qui se décline à l'infini. Ils sont jeunes et n'hésitent pas à moderniser le bois à l'aide de leur pochoir pour y incruster des messages. Pour ce salon, la sélection est faite. On partirait sur des plaques décoratives. Ensuite, on a un peu d'art utile comme des tables et puis des miroirs. Et puis, on essaie d'amener 2-3 choses en plus qui sont encore en cours de validation par mon patron. On se sert du bois de l'abattage jusqu'au copeau. Donc, en fait, il n'y a aucune perte. Et puis, le bois est vraiment local. C'est du bois made in Fénois. Des heures de labeur qu'ils sont heureux d'exposer aux yeux des visiteurs. À chacun son histoire, mais tous travaillent avec la richesse de la terre polynésienne. Donc jusqu'à dimanche. Un mot de sport aux Marquises, le métier de guide de randonnée attire de plus en plus. Et attention, pour accéder à la formation, un test physique est obligatoire. L'épreuve de sélection des 9 candidats originaires de Nukuhiva, Uapo et Hivaoa a été d'effectuer la randonnée de Paumaka, soit 8,6 km avec notamment 600 mètres de nivelé positif et négatif en moins de 3 heures. Tous ont réussi avec brio, avec un record de 2 heures 9 minutes pour le premier, mais seulement 2 ont été retenus pour la formation. On écoute Jérôme Simoneau au micro de Lionel Dihamon. Le test de sélection, c'est pour accéder à une formation de guide de randonnée pédestre, puisqu'en fait il y a une demande qui est croissante. On veut, hors Covid, bien évidemment, recevoir jusqu'à peut-être 300 000 touristes en Polynésie. Il va falloir les encadrer et les sécuriser avec des gens qui sont guides compétents, professionnels et qui savent de quoi ils parlent et qui sont assurés et que nos touristes soient entre de bonnes mains. Et pour ça, il faut former ces cadres et c'est 6 à 7 mois de formation pour faire un guide de randonnée professionnel. Voilà une formation qui est prévue à Tahiti du 7 au 3 décembre prochain. Et comme promis, notre rubrique AI Fénois nous emmène à Huahine, où la Covid n'a pas affecté du tout les exportateurs de noix de coco. Ils en exportent plus de 4000 chaque semaine sur Tahiti. Rencontre avec des jeunes qui n'ont pas peur du travail avec Ina Surveino, Gilles Tautou et Patrick Tsintsin.
La petite entreprise de Heimata ne connaît pas la crise. Malgré la récession économique généralisée suite à la Covid-19, il continue de récolter ses noix de coco, donnant par la même occasion un emploi à une demi-douzaine de jeunes issus de Huahine, des salariés qui ont été triés sur le volet. Il n'y a plus de travail. Là, nous aussi avec les collègues. Oui. En plus, on voit qu'il y a une bonne ambiance. Hein. Oui, une bonne ambiance. C'était important aussi pour toi, ça, boulot avec les collègues. Ouais. C'est mieux de boulot que d'aller passer la route. Hein. Aller se promener, après c'est filles aussi. Plus de 100 sacs à l'envoi semer. 100 sacs, c'est équivalent à combien de coco au total? 400 douzaines. 400 douzaines. Ouais. À peu près, voilà, 4800 cocos. À la semaine? Ouais. On voit que tu as des jeunes là avec toi, hein, motivés en plus. C'est toi qui as été les chercher ou bien ils sont venus te voir? Oui, c'est moi qui est parti les chercher. Car si Huahine détient des trésors archéologiques, l'île est aussi riche en ressources naturelles. Et de plus en plus de jeunes retournent au secteur primaire, celui dont les retombées sont quasi immédiates, mais surtout proportionnelles à l'investissement de ses protagonistes. Tous les semaines, on fait envoyer une centaine de sacs par semaine. C'est des commandes Propriété seulement. On a là-bas propriété, c'est lui qui nous fait des commandes ici à Huahine. Et on expédie le quota qu'il nous demande. Huahine, c'est un des principaux fournisseurs de sacs de coco. Hein. On peut dire aussi ici, il y a à peu près 7 représentants d'ici Huahine pour emmener les 500 sacs sur la propriété. Et après, par la suite, il y a différents fournisseurs qui attendent là-bas. Et si on ajoute à cela les autres fruits et légumes que l'île exporte régulièrement vers Tahiti, l'agriculture pourrait à moyen terme devenir l'un des secteurs qui fait vivre le plus de familles à Huahine, derrière le tourisme et la fonction publique. Huahine, une île aux multiples ressources. Avant de nous quitter, demain, Sandra Lévy-Agami, présidente fondatrice de Wahineurama, sera l'invitée café de votre matinale radio. Il sera question des droits de la femme. C'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Le système de contrôle sanitaire a été renforcé à l'aéroport de Tahiti-Faa'a en vue des premiers touristes qui arrivent samedi. Les autorités du pays ont testé le dispositif. À la une de votre dépêche demain, le quotidien titre Miss Tahiti, les candidates au grand jour. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio commandes de vos journaux du week-end, Hayata Buluk et Ayata Tarhau. Restez avec nous. Tout de suite, votre jeu télé-réalité Game of Bros. 20h45 de Good Doctor. On se quitte sur les images de nos candidates à Miss Tahiti 2021. Excellent week-end à tous. À lundi. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, felt nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights, but I'm coming home, I'm coming back. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet